Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ 800 000 abonnés, et cette FAQ sera le dernier épisode de la saison, puisqu'ensuite on va partir sur une longue pause estivale. Il n'y aura pas de nouvel épisode pendant l'été, à part un épisode spécial dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors avant de commencer à répondre à vos questions, quelques petites annonces. Donc la première annonce que je voudrais vous faire, c'est la plus importante, et elle concerne, vous vous en doutez, ma bande dessinée, Philorama. Donc je vous informe qu'on est actuellement en train de finaliser la 9e histoire sur les 10 au total, donc l'avant-dernière, ce qui veut dire qu'il va nous rester l'été pour s'occuper des retouches, des corrections, de la mise en page. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si on ne rencontre pas d'imprévu d'ici là, eh bien vous recevrez votre BD comme prévu avant les fêtes de fin d'année. Alors c'est extrêmement rare que ça se passe aussi bien dans un projet de ce type, de création de BD, surtout quand c'est la première fois, parce qu'il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas. Mais là pour le coup, on a assez bien mené notre barque, faut dire qu'on avait tout planifié jusque dans les moindres détails, et qu'on s'est beaucoup discipliné, parce qu'on ne voulait rien laisser au hasard. Et donc maintenant, même s'il y a encore quelques paramètres qui échappent à notre contrôle, notamment les délais d'impression ou les délais d'expédition, tout est en place pour vous livrer votre bande dessinée comme prévu avant les fêtes de fin d'année. Donc ça c'était la première chose. Maintenant, deuxième annonce qui concerne ma page Patreon. Alors ça normalement vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Sur Patreon, je publie du contenu inédit, des épisodes spéciaux, les capsules concept, les épisodes retour, les dissert minutes. Sur Patreon, vous pouvez aussi avoir accès à mes cours de philosophie en visio, que je donne une fois par mois, ainsi qu'aux apéros philo, une fois tous les 2 mois. Et c'est également sur Patreon que je publierai les épisodes que je ne peux pas publier sur YouTube. Et le cas s'est présenté le mois dernier avec mon épisode sur Schopenhauer et les femmes. Et donc je sais que certains parmi vous étaient mécontents que je publie cet épisode uniquement sur Patreon. Mais sachez que c'est quelque chose qui sera peut-être amené à se reproduire à l'avenir, parce que YouTube ne cesse d'augmenter la sévérité de son règlement, et que lorsqu'on est créateur de contenu, il faut bien trouver des solutions alternatives. Donc moi je vous l'ai déjà dit, mon état d'esprit, ce n'est pas du tout de me plaindre du fonctionnement de YouTube, parce que YouTube est une entreprise privée, donc c'est elle qui choisit son règlement, et que si on n'est pas content en tant que créateur de contenu, rien ne nous empêche d'aller sur une autre plateforme. L'ennui, c'est que ces autres plateformes, elles ne sont pas du tout suivies par les spectateurs, et donc transférer ma chaîne sur des plateformes comme Odyssey ou comme Dailymotion, ce serait concrètement prêcher dans le désert. Voilà, donc pour tous ceux qui voudraient être certains d'avoir accès à l'intégralité de mes épisodes, que ce soit les épisodes spéciaux ou les épisodes censurés, eh bien le plus simple est de me rejoindre directement sur ma page Patreon. Dernière annonce, je vous invite tous à me rejoindre sur mon compte Instagram, parce que c'est là que je publie mes actualités, parce que c'est là que je vous tiens au courant des thèmes des prochains épisodes, et aussi parce que vous êtes assez nombreux à me demander parfois d'exprimer mon avis personnel sur tel ou tel sujet. Or mes épisodes, c'est pas du tout le lieu pour exprimer mes opinions personnelles. En revanche, sur Instagram, il m'arrive de temps à autre de publier des petits articles, des petits billets d'humeur, dans lesquels, pour le coup, je donne mon opinion sur tel ou tel sujet. Donc si vous voulez savoir ce que je pense au-delà de ce que je peux dire dans mes épisodes, eh bien le mieux c'est de me rejoindre sur mon compte Instagram. Voilà, j'en ai terminé avec les annonces, je vais maintenant passer aux réponses à vos questions. D'ailleurs sachez que parmi toutes les questions que vous m'avez envoyées, il y en a beaucoup auxquelles j'avais déjà répondu dans de précédentes FAQ, donc sachez que si je ne réponds pas à votre question aujourd'hui, il se peut que la réponse se trouve dans une ancienne FAQ. Donc j'ai créé une playlist spécialement dédiée à mes FAQ, et sachez que toutes mes FAQ sont chapitrées, c'est-à-dire que vous trouverez un sommaire qui vous permettra d'arriver directement aux questions qui vous intéressent. Voilà, j'en ai assez dit pour cette introduction qui était beaucoup trop longue, c'est parti, première question. Comment appréhendes-tu philosophiquement ce grand nombre de 800 000 abonnés ? C'est vrai qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, on ne se rend plus vraiment compte de ce que ça représente concrètement. Maintenant, le sentiment que ça m'inspire, c'est évidemment de l'optimisme, parce que j'y vois le signe que la philosophie touche de plus en plus de monde. Et ça, évidemment, ça rejoint le but de ma chaîne qui est de m'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire à des personnes qui, de prime abord, pourraient croire que la philosophie n'est pas faite pour elles,
Or, comme je le dis souvent, si les gens ne s'intéressent pas à la philosophie, c'est pas la faute des gens, c'est la faute de ceux qui parlent de philosophie. Ça veut dire que les gens qui parlent de philosophie n'arrivent pas à rendre leur discipline intéressante et attractive. Moi, je ne suis pas pour reprocher aux gens de ne pas s'intéresser à des choses que personnellement je trouve importantes. Parce que pour que les gens aient de l'intérêt pour quelque chose, encore faut-il que cet intérêt soit mis en avant. Donc moi, je trouve ça assez incroyable qu'une chaîne de philosophie, a fortiori une chaîne de philosophie qui ne mise pas du tout sur le spectacle ou sur le divertissement, réunisse 800 000 personnes. Donc vous comprenez qu'en parallèle, quand on me pose la question de savoir ce que je pense de la bêtise ambiante ou du fait que les gens ne réfléchissent pas, ma réponse c'est que je suis pas d'accord. Je trouve ça un peu facile de reprocher aux gens d'être bêtes ou de ne pas réfléchir, parce qu'il faut voir aussi qu'est-ce qui est proposé en termes d'offres. Des chaînes de philosophie grand public en France, il n'y en a pas des tonnes. Il y a Monsieur Phi, il y a Cyrus North, dans des styles très différents du mien. Et donc quand on dit que les gens ne consomment que du divertissement ou que du contenu abrutissant, c'est vrai dans une certaine mesure, mais ça vient aussi du fait que c'est surtout ça qui est proposé. Sans compter que quand on dit les gens sont bêtes, pour les autres, les gens c'est vous. Donc moi tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est de créer vous-même le contenu que vous souhaiteriez voir sur Internet, c'est-à-dire de passer du statut de spectateur au statut de créateur. Parce que, comme le dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas créateur, on le devient, et que moi, avant d'être créateur, j'étais spectateur, et que rien ne me prédisposait plus qu'un autre à passer de l'autre côté. Donc si vous voulez que la philosophie, que la littérature, que la science règne sur Internet, il n'y a pas le choix, c'est à vous de faire le boulot. Question suivante. Penses-tu un jour te lasser de la philosophie? Alors, si tu me poses la question aujourd'hui, ma réponse est non. Mais sauf que la vie m'a appris à être prudent, à ne pas trop m'avancer, à ne jamais dire jamais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, c'est quand mon professeur de philosophie en terminale est parti à la retraite, d'ailleurs je le salue, Gérard, si tu nous regardes, et quand il est parti à la retraite, je lui ai demandé s'il allait continuer la philosophie, et il m'a répondu que non, parce qu'il pensait en avoir fait le tour. Et moi qui étais encore un adolescent, un jeune adulte, romantique et idéaliste, cette réponse m'a choqué. Parce que dans mon esprit, on n'avait jamais fait le tour de la philosophie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'âge de 37 ans, et alors que ça fait 5 ans que j'anime cette chaîne, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le quart du 10e du tour de la philosophie. Après, avec le recul, je pense avoir compris une dimension de sa réponse qui n'était pas du tout de dire qu'il n'avait plus rien à apprendre de la vie ou même des autres, mais simplement qu'à partir d'un certain âge, l'activité philosophique, avec ce que ça comporte en termes de lecture, de recherche et de réflexion, peut ne plus être le moteur ultime de notre existence. Et qu'on peut avoir atteint une certaine forme de quiétude, une certaine forme de sérénité intérieure, de sagesse, on peut le dire, qui fait qu'on n'a plus besoin de mettre la réflexion au cœur de son quotidien. Et peut-être qu'on n'atteint jamais vraiment la sagesse, mais peut-être qu'on atteint un stade où on a juste envie d'être heureux, de profiter de l'instant présent, voire que profiter de l'instant présent, c'est peut-être ça le réel but de la philosophie. Il y a une idée qui circule un petit peu naïve, et c'est bien normal, qui consiste à croire que quand on aime la philosophie, on passe chaque seconde de son existence à philosopher. Et moi ça m'arrive très souvent de ne pas faire de philosophie, ça m'arrive très souvent de débrancher le néocortex, parce que la vie ce n'est pas seulement de la pensée, parce que la vie ce n'est pas seulement du concept, et qu'il y a des tas de choses dans la vie qui méritent qu'on y consacre du temps, en dehors de la philosophie. Question suivante. Comment restez-vous motivé à faire ce que vous faites? Chaîne YouTube notamment. Justement, le fait que je n'ai pas encore fait le tour de la philosophie, le fait que j'ai encore de nombreux territoires philosophiques à explorer, et donc par voie de conséquence, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, d'autant que j'ai le double défaut d'être non seulement assez bavard, mais aussi de ne pas avoir de gêne à me répéter. Ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai dit tout ce que j'avais à dire, je peux très bien recommencer. Question suivante. Pourquoi avoir choisi le précepteur comme pseudo? Alors j'ai choisi le précepteur comme pseudonyme parce qu'à l'époque où j'ai ouvert ma chaîne en 2018, ce devait être non pas une chaîne de philosophie, mais une chaîne de pédagogie. Il se trouve qu'à l'époque j'étais professeur particulier et que j'avais envie de créer une chaîne pour diffuser des outils pédagogiques et des outils d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie de la connaissance. Et vous savez que précepteur, c'était l'ancien nom des professeurs particuliers, c'est-à-dire des personnes qui étaient en charge
de l'éducation des enfants dans les familles nobles. Et comme à l'époque, je venais de passer une formation qui s'appelait formation précepteur, dont le but est justement de professionnaliser le métier de professeur particulier, je trouvais que c'était le nom le plus adapté pour une chaîne de pédagogie. Donc finalement, la chaîne est devenue une chaîne de philosophie, mais j'ai quand même gardé le pseudonyme parce que je me suis dit que le précepteur, c'est un peu chaque auteur dont je parle dans mes épisodes. Chaque auteur dont je parle est un précepteur parce que chaque auteur dont je parle a des choses à nous apprendre. Question suivante. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui hésitent à se lancer sur YouTube et qui galèrent? Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, c'est tout simplement de commencer, c'est-à-dire de franchir le pas. Parce que très souvent, on essaye de projeter mentalement pendant des heures, des semaines, voire des mois, ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais on ne le fait jamais. Quand on se lance dans une entreprise individuelle, il y a un biais qui consiste à croire qu'on pourrait planifier intellectuellement la manière dont ça va se dérouler. Mais dans les faits, ça marche pas comme ça parce qu'il y a tout un tas de paramètres qu'on ne peut pas envisager, qu'on ne peut même pas soupçonner tant qu'on ne s'est pas concrètement lancé. Un projet individuel, un projet de création, c'est un brouillon à durée indéterminée. Donc au lieu de passer des heures à réfléchir à tout ce qu'on voudrait faire et finalement ne même pas réussir à en faire la moitié, le mieux c'est de commencer et ensuite petit à petit d'apporter des améliorations. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de produire du contenu qui soit en adéquation non pas avec l'image que tu veux renvoyer, mais avec ce qui t'anime profondément. Moi, j'ai commis cette erreur quand j'ai lancé ma chaîne. Alors, les erreurs ont toujours un côté bénéfique, parce que ça nous permet de nous améliorer. Mais j'ai voulu créer une image de conseiller pédagogique qui, au fond, ne correspond pas à ce qui me motive véritablement. Mais comme je m'étais auto-persuadé par avance que c'était ça que je voulais faire, je suis resté un petit peu enfermé dans ce personnage de conseiller pédagogique avant de finir par accepter que ce que je voulais faire, c'était pas ça, c'était de la philo. Parce que c'est ça qui se produit quand on projette mentalement ce qu'on veut être, c'est qu'on met beaucoup plus de temps à accepter le fait qu'on ait fait fausse route. Alors que si on commence directement à faire ce qui nous anime et ce qui nous correspond, on perd pas de temps inutilement. Donc ça c'est mon deuxième conseil, produire du contenu qui soit en adéquation avec ce que vous êtes. Mon troisième conseil sera plus technique, et ce sera de dire soignez la forme. Soignez la forme parce que pour le spectateur, la forme c'est beaucoup plus important que ce que vous ne pouvez le penser. Quand on se lance dans la création de contenu, on peut avoir cet enthousiasme, cette flamme du débutant, qui consiste à croire que la seule chose qui compte c'est le fond. Justement parce que ce dont on parle nous passionne, parce qu'on en déduit que si ça nous passionne, ça va aussi forcément passionner les autres, et donc on se met à négliger la forme au motif que s'attacher à la forme, ce serait être superficiel. Mais sauf que si ce que vous proposez est intéressant, mais que du point de vue de la forme, ce n'est pas regardable ou ce n'est pas audible, le spectateur ne va pas rester. Et ça, on peut pas le reprocher au spectateur parce qu'on fait tous la même chose. Moi par exemple, si là tout à coup, il se mettait à y avoir du bruit de fond, de la réverbération, et que les balances audio n'étaient pas gérées, ça deviendrait très vite insupportable. Et le fond de mon propos aurait beau être extrêmement pertinent ou intéressant, vos oreilles ne supporteraient pas. C'est comme si vous parliez de quelque chose d'extrêmement intéressant avec quelqu'un qui a mauvaise haleine et qui vous souffle dans le nez. Vous avez beau trouver que ce qu'il dit est intéressant, il n'empêche que vous allez partir. Et je sais pourquoi certains jeunes créateurs sous-estiment autant l'importance de la forme, c'est paradoxalement parce qu'ils sont habitués à consommer du contenu dans lequel la forme est soignée, et que l'on ne remarque l'importance de la forme que quand la forme est négligée. Ce qui se remarque, ce n'est pas le travail bien fait, c'est le travail mal fait. Ce qui se remarque, ce sont les défauts, ce sont les imperfections. Donc si on devait résumer mes 3 conseils pour toute personne qui voudrait se lancer sur YouTube, premièrement, se lancer. Deuxièmement, produire du contenu qui vous corresponde. Et troisièmement, soigner la forme. Question suivante. Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Je dirais tout d'abord la chaîne de Gaspard G. Gaspard G, c'est quelqu'un qui propose des mini-documentaires d'environ 30 minutes sur des grandes personnalités ou sur des personnages historiques. Et j'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup la fluidité de ses épisodes. Je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à nous emmener et à nous immerger dans ce qu'il raconte. Et ça, je pense que c'est le grand atout des bons vulgarisateurs, c'est qu'ils sont capables de vous intéresser à des choses qui, de prime abord, ne vous intéressent pas. L'histoire de Jeff Bezos, ou plutôt devrais-je dire Jeffrey Preston Jorgensen, commence le 12 janvier 1964 à Albuquerque. Il y a un vrai problème de stockage dans le monde de l'édition du livre. On ne peut pas avoir accès à tout ce qu'on veut. Et soudain, dans l'esprit de Jeff Bezos, l'évidence apparaît. Amazon.com. En référence, évidemment, au plus grand fleuve du monde qui emporte tout
sur son passage. Au moins, on peut pas lui enlever, ses ambitions sont bien marquées. Donc Gaspard G, première chaîne YouTube que je peux recommander. La deuxième chaîne YouTube que je citerai, c'est celle de Cosmos. Alors Cosmos, il se trouve que c'est un collègue, puisque lui aussi parle de philosophie, lui aussi fait des audios, et lui aussi va traiter d'un auteur et de l'un de ses concepts, sur un ton posé, sur un ton calme. Alors il y a quand même une différence de style narratif et d'intonation entre lui et moi, mais je trouve que c'est quelqu'un qui fait de la bonne vulgarisation, et c'est quelqu'un dont le travail est assez complémentaire avec le mien. Il ne sait ni comment ni pourquoi cette impression lui est venue, mais avec le temps, elle s'est profondément enracinée en lui, jusqu'à devenir sa seule certitude. Il ressent de l'écœurement, non pas seulement devant les conventions sociales et ce qu'elles impliquent en termes d'hypocrisie et de mensonge, mais pour tout ce qui est, les êtres et les objets. Une troisième chaîne, écoutez, je vais citer la chaîne de Mosinor, parce que Mosinor, c'est le dinosaure de YouTube, et c'est quelqu'un qui m'a toujours fait rire. Je me suis jamais lassé de son humour, alors même que son humour a évolué. Bernard Blier, je croyais que vous étiez mort. Arrêtez de rire, monsieur le président. Raoul Wolfoni, les cons ça ose tout. Et tonton Flyer, c'est une citation. Maïté, dans Métier l'équipe, la cuisine à l'Armagnac. Ça va Alain? Tiens Edouard, c'est pas toi qui aurais fracturé la tirelire à Brigitte? Non. Hein, c'est pas, tu m'as pas l'air serein là? Mais non, mais c'est pas hein, si je remue comme ça là, ça fait quoi? Hein, salopard? C'est moi. Je crois qu'on a trouvé notre coupable, Brigitte. C'est moi, j'avoue. Tu remettras tout en place, hein. C'est un humour qui fonctionne beaucoup sur moi, et qui en plus est amené avec du talent. Donc ça me donne l'occasion de rendre un petit hommage à notre cher Mosinor. J'ai dit bonjour, monsieur. Tu comprends pourquoi elle est derrière? Tiens, je vais chanter une petite chanson pour l'autostoppeur. Bon finalement c'est insupportable. Question suivante. Penses-tu sortir de nouveaux concepts de vidéos sur YouTube? La réponse est oui. Oui, je vais sortir un nouveau format d'épisode sur ma chaîne. Il s'agira de livres audio. Parce que dans mes épisodes, je parle d'un auteur, je parle d'un concept ou d'un courant de pensée, mais rien ne remplace le texte. C'est pour ça qu'à la fin de mes épisodes, il y a toujours un moment lecture, parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens de vous parler de philosophie si je ne vous renvoyais pas à des textes. Mais comme je ne peux pas vous forcer à lire, comme je ne peux pas vous obliger à acheter les livres des auteurs dont je parle, bien je me suis dit que faire des livres audio, c'était finalement le meilleur moyen de vous initier directement à la lecture de ces auteurs. Donc le premier livre audio que j'ai enregistré sortira cet été, c'est le fameux épisode spécial dont je vous parlais tout à l'heure, et il s'agira du manuel d'Épictète. Alors Épictète, certains d'entre vous le savent, c'est un auteur stoïcien de l'Antiquité, et c'est un personnage assez spécial parce qu'Épictète, c'était un esclave. Dans le stoïcisme, on trouve à la fois des esclaves comme Épictète et des empereurs comme Marc Aurèle. Et le propre du manuel d'Épictète, c'est que c'est un livre qui se lit assez facilement, qui n'est pas difficile d'accès. Et étant donné que ma chaîne est associée, à tort ou à raison, au stoïcisme, je me suis dit que ce serait une bonne entrée en matière pour les livres audio que de commencer avec le manuel d'Épictète. Mis à part ça, il n'y aura pas de nouveaux formats sur ma chaîne. On va continuer les épisodes classiques, les audios philo. On va également continuer les entretiens philo, même s'il y en a eu un peu moins cette année. Et on va également continuer les portraits philo. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'à la rentrée, vous aurez droit à un portrait philo sur le personnage de Michael Corleone. Question suivante. Est-ce que tu utilises les intelligences artificielles pour la réalisation de ton contenu? La réponse est non, je n'utilise pas les intelligences artificielles pour réaliser mon contenu. Et quand tu dis intelligence artificielle, je pense que tu fais référence à ChatGPT. ChatGPT, je l'ai utilisé pour voir ce qu'il avait dans le ventre, et force est d'admettre que j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que j'ai repéré des erreurs flagrantes, j'ai repéré des anachronismes, j'ai repéré des confusions entre les auteurs, et ça m'a fait dire que cette technologie, aussi prometteuse soit-elle, est encore loin d'être au point. Alors je ne doute pas que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, ChatGPT se sera amélioré et que ce sera même devenu une référence en termes de fiabilité des ressources. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas, et si je devais utiliser ChatGPT pour me faciliter le travail, je pense que ça m'amènerait à commettre quelques belles erreurs. Alors il se trouve que sur Patreon, récemment,
on a organisé un apéro philo sur la question des intelligences artificielles, et notamment sur la question de savoir si les intelligences artificielles allaient être en mesure de remplacer les professeurs de philosophie. Et ma conclusion provisoire, parce que je reste prudent, mais ma conclusion c'est qu'à ce jour, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer un professeur de philosophie, parce que l'intelligence artificielle est incapable de produire ou de reproduire quelque chose qui est indispensable à l'acte de transmission, qui est l'énergie. Quand on écoute quelqu'un, on n'écoute pas seulement un débit d'information. On écoute une voix, on écoute un récit, on écoute une énergie. ChatGPT sera sans doute bientôt capable de savoir infiniment plus de choses que moi, mais aussi de les restituer de manière infiniment plus claire. Mais ChatGPT ne sera pas capable de véhiculer cette énergie qui est l'enthousiasme. Donc c'est pour ça que je ne me sens pas du tout menacé par l'intelligence artificielle, mais le jour où l'intelligence artificielle sera capable de me remplacer, eh bien dans ce cas-là, je ferai autre chose. Question suivante. À quel âge la philosophie a-t-elle commencé à vous intéresser? La philosophie a commencé à m'intéresser lorsque j'étais à la maternelle, donc j'avais 4 ou 5 ans, et le premier questionnement philosophique que je me suis posé, c'était la question de Dieu. Question suivante. Quelle est la place de la philosophie dans vos réflexions quotidiennes? Quels sont les bénéfices d'avoir étudié la philosophie au quotidien? Alors ça, c'est une question dont la réponse est tellement évidente pour moi qu'elle en devient difficile à traduire en mots. Pour moi, la philosophie, c'est un rapport au monde, c'est un rapport aux autres et un rapport à soi. Et si je devais définir ce qu'est la philosophie pour moi, je dirais que c'est un effort permanent vers la compréhension. Donc la philosophie m'aide au quotidien, au sens où j'ai toujours envie de comprendre ce qui arrive. Vous savez, dans la vie quotidienne, il arrive très fréquemment qu'on se retrouve dans des situations dont on ne comprend pas le sens, ou qu'on parle avec des personnes avec qui on n'est pas du tout d'accord. La philosophie, c'est ce qui va m'encourager à comprendre le sens de ce qui arrive, et à comprendre comment pense celui avec qui je ne suis pas d'accord. Parce qu'on va pas se mentir, quand on se retrouve dans des situations dont on ne comprend pas le sens, notre réflexe premier, c'est de se dire « ça n'a pas de sens ». Lorsqu'on se retrouve face à une personne avec qui on n'est pas d'accord, notre réflexe premier, c'est de se dire « cette personne a tort ». Moi, la philosophie, c'est ce qui me pousse à me dire « si cette situation arrive, c'est qu'il y a une raison. Si cette personne pense ce qu'elle pense, c'est qu'il y a une raison ». Donc si je devais résumer, je dirais que la philosophie, c'est ce qui permet d'entrer en empathie avec le monde et avec les autres. Question suivante. Avec tes amis, ta famille, te sens-tu libre de philosopher autant que tu aimerais, ou te limites-tu? Alors je dirais pas que je me limite, mais plutôt que je m'adapte, et c'est pas la même chose. Se limiter, ça signifie qu'on fait un effort de retenue, de répression, ce qui est pas du tout mon cas. En revanche, je m'adapte parce que quand je passe du temps avec mes amis, le but c'est de passer un moment léger, un moment de bonne humeur, un moment de détente, et la philosophie n'a pas toujours sa place dans ces moments-là. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est de parler philosophie sans qu'on s'en aperçoive. Aborder des sujets, aborder des questions sous un angle philosophique, mais sans dire qu'on fait de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est comme la sexualité. Dès qu'on prononce le mot, ça gâche tout. Il y a des choses qui sont faites pour avoir lieu et pas pour être dites. Donc finalement, c'est ça ma conception de la philosophie, faire quelque chose sans avoir besoin de le dire. Question suivante. Salut, j'ai 14 ans, j'ai déjà lu des livres de philo. Penses-tu qu'à cet âge-là, je puisse bien penser? Alors, c'est vrai que statistiquement, à 14 ans, on s'intéresse assez peu à la philosophie, parce que la philosophie, ça reste de l'abstraction. Or, à 14 ans, on est en pleine adolescence, on est en pleine ébullition et en plein éveil sur le monde, et donc on préfère le concret. Maintenant, si à 14 ans tu t'intéresses déjà à la philosophie, je ne peux que t'encourager à continuer dans ce sens, en te disant de garder à l'esprit que tes évidences d'aujourd'hui sont tes questionnements de demain. Question suivante. Bonjour, tu aimerais faire des conférences en présentiel un jour. Alors on m'a déjà proposé à de nombreuses reprises de faire des conférences en présentiel, et je dois admettre que la plupart du temps je décline les invitations, pour une raison toute bête qui est que quand je suis dans mon bureau et que j'enregistre un nouvel épisode, je sais que je vais toucher un public infiniment plus nombreux que si je me déplace physiquement pour une conférence. Alors oui, ça peut paraître une vision un peu utilitariste de la transmission, mais j'estime que pour l'instant, je suis beaucoup plus utile dans ce rôle de vulgarisateur sur YouTube,
plutôt que dans un rôle de conférencier qui sera peut-être le mien plus tard, mais pour l'instant, je préfère continuer dans mon rôle de conférencier internautique. Question suivante. Quel cours en philosophie te correspond le plus? Quel mouvement de pensée philosophe préfères-tu? Bon ça vous êtes déjà nombreux à le savoir, le mouvement philosophique dans lequel je me reconnais le plus, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme qui prescrit de ne se concentrer que sur ce qui dépend de nous et de ne pas être affecté par ce qui ne dépend pas de nous. Une pensée extrêmement rationnelle, extrêmement logique, mais en même temps une pensée accessible à l'être humain, puisque l'être humain est doté d'une raison. Je ne considère pas du tout le stoïcisme comme une pensée inhumaine, comme une pensée de l'indifférence aux autres. Je pense que le stoïcisme a cette vertu qui est de nous ramener à la réalité, et notamment à cette réalité qu'il ne nous appartient pas de réaliser l'impossible. Je vous disais tout à l'heure, il y a des situations de la vie où notre réflexe premier c'est de dire « c'est pas normal ». C'est pas normal, sous-entendu, ça ne devrait pas arriver. Et beaucoup de personnes se rendent malades face à des situations dont elles estiment qu'elles ne devraient pas arriver. Le stoïcisme, c'est ce qui permet de comprendre que quand quelque chose arrive, il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Et que donc ça ne sert à rien d'être dans le déni ou dans le rejet de la réalité. Et pour vous prouver à quel point je suis authentiquement stoïcien, bien je vais vous mettre dans la confidence, sachez que cette FAQ que je suis en train d'enregistrer, j'ai commencé à l'enregistrer ce matin, et au bout d'1h30 d'enregistrement, je me suis rendu compte que mon micro n'était pas branché. Et à ce moment-là, j'ai eu la réponse à la question « Qu'est-ce que le stoïcisme ?» Le stoïcisme, c'est pouvoir enregistrer une FAQ pendant 1h30, se rendre compte que son micro n'était pas branché, et ne pas tout casser. Le stoïcisme, c'est accepter. Accepter parce que je ne peux pas revenir en arrière. Accepter parce que m'énerver ne changera rien. Ou plutôt si, je peux changer quelque chose. Je peux ajouter de l'énervement à la frustration. Quand je suis tout seul dans mon bureau en train d'enregistrer ma FAQ, qui est-ce que je pénalise par mon énervement à part moi-même? Donc le stoïcisme, c'est cette capacité à mettre sa vie intérieure en conformité avec la raison. Je vous ferai prochainement un épisode spécial sur le stoïcisme, un épisode témoignage, dans lequel je vous expliquerai en quoi le stoïcisme a changé ma vie. En revanche, même si le mouvement philosophique dans lequel je me reconnais le plus c'est le stoïcisme, mon philosophe favori reste Hegel. Question suivante. Pourquoi Hegel est ton philosophe favori? Je crois que je suis sur écoute. Hegel est mon philosophe favori parce que Hegel a théorisé la dialectique, c'est-à-dire le progrès par la contradiction. Le fait qu'on ne progresse que par la reconnaissance de ses erreurs, et que reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse mais une force. Question suivante. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Des profiteroles au chocolat avec un verre de cognac. Avoir des connaissances profondes en philosophie est-il un obstacle au bonheur simple? En quelque sorte, oui. Oui, parce que quand on plonge dans la philosophie et quand on est un amoureux du raisonnement, on peut avoir tendance à tourner en boucle dans ces raisonnements de manière incessante. J'ai fait un épisode il y a quelques années, du temps où le précepteur était encore une chaîne de pédagogie, dans lequel je parlais de la pensée compulsive. La pensée compulsive, c'est l'incapacité que nous avons parfois à interrompre le film de nos réflexions. C'est le fait d'être tout le temps dans la projection mentale, dans la construction de scénarios intellectuels, ce qui fait qu'à la fin, on ne réfléchit plus pour résoudre des problèmes, mais pour le plaisir d'avoir des problèmes à résoudre. Mais sauf que ça peut être extrêmement énergivore et générateur de souffrance. Quand on est dans l'impossibilité d'interrompre le fil de sa pensée, on souffre. Et si je dis tout ça, c'est parce que très souvent, on voit la philosophie comme une discipline de complexification de la réalité. C'est-à-dire que parfois, quand les réponses sont trop simples, on les repousse parce qu'on estime qu'elles ne sont pas dignes. Mais ça, c'est le contraire de l'intelligence, puisque justement, l'intelligence sert à résoudre. Quand la pensée n'est plus mise au service de la résolution de problèmes, mais de la création de problèmes, c'est qu'il y a un problème. Donc oui, je dirais qu'il y a une fâcheuse tendance chez certaines personnes qui pratiquent la philosophie à être hermétiques aux choses simples et au bonheur simple. Question suivante. Est-ce qu'on peut accepter toute opinion? On peut accepter toutes les opinions à partir du moment où on fait l'effort de comprendre pourquoi ces opinions existent. Accepter toutes les opinions, ce n'est pas du relativisme, ce n'est pas dire que toutes les opinions se valent. C'est simplement reconnaître une opinion comme existante, et donc se poser la question du pourquoi de son existence.
J'ai donné un cours récemment sur la question de savoir s'il fallait respecter toutes les opinions. Et ce qui est amusant, c'est que ce qui ressort très souvent, c'est que on est prêt à respecter toutes les opinions du moment qu'elles ne contredisent pas nos propres opinions. La question du respect des opinions ne se pose réellement que quand on est confronté à une opinion qui nous choque. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous dérange vraiment dans une opinion? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit fausse? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit objectivement dangereuse? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle éveille en nous des émotions et des affects qui nous déplaisent? Et la question qui se pose ensuite, c'est si on ne doit pas accepter toutes les opinions, comment doit-on traiter les opinions inacceptables? Est-ce qu'on doit les censurer? Est-ce qu'on doit les condamner? Comme disait Bossuet, on doit accepter les conséquences de ce dont on chérit les causes. Si vous êtes pour la liberté d'expression, mais contre l'expression de certaines opinions, c'est peut-être que le problème vient de vous. On peut être contre l'expression de certaines opinions, mais dans ce cas-là, il faut le dire et il faut l'assumer. Et moi, je ne suis pas pour qu'on empêche les gens de s'exprimer, je suis pour qu'on encourage les gens à s'exprimer pour pouvoir identifier leurs pensées. Parce que si les personnes disent exactement ce qu'elles pensent, on n'aura plus besoin de deviner leurs arrière-pensées. Donc, acceptons le débat contradictoire, acceptons le débat rationnel, y compris avec des opinions qui nous choquent, et arrêtons d'infantiliser la masse comme si les gens étaient incapables d'esprit critique. Question suivante. Peut-on être convaincu par deux pensées ou idées contradictoires? Bien sûr qu'on peut être convaincu par deux pensées contradictoires, et c'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent que avoir des opinions, ça signifie être militant. Mais on peut avoir des opinions et ne pas chercher à les imposer aux autres ou à la société. Le biais du militant, c'est de considérer que parce qu'on est soi-même militant, les autres le seraient aussi. Être convaincu par deux pensées contradictoires, c'est avoir fait un travail qui est extrêmement précieux en philosophie, qui est la translation du point de vue. Être capable de se décentrer de son propre point de vue, être capable d'épouser la conscience et le point de vue de l'autre. Parce que, encore une fois, l'opinion de l'autre, elle a une raison d'être. La question c'est de savoir pourquoi l'autre pense ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a à m'apporter pour enrichir mon point de vue, et qu'est-ce que j'ai à lui apporter pour enrichir le sien. Donc le crime de mauvaise pensée, c'est très bien pour les romans d'Orwell, mais en philosophie, ça n'existe pas. Question suivante. Que penses-tu de la politique de nos jours? Je pense que la politique est un spectacle, que je refuse de participer à ce spectacle, que les militants politiques sont très souvent de jeunes gens en quête d'un supplément d'âme, qu'ils épousent la politique comme au 19e siècle on épousait la religion pour donner un sens à leur vie. Je pense que la politique c'est le lieu du dogmatisme, de l'arrogance et de l'étroitesse d'esprit, que la politique pourrit la pensée, que la politique pourrit la réflexion honnête, parce qu'on ne pense plus en termes d'idées, on ne pense plus en termes de vrai, on pense en termes de lignes, et on pense en termes d'appartenance à un camp. Je pense que la politique n'est que le bras armé de l'économie, qu'on pourra s'écharper tant qu'on voudra sur les sujets politiques, rien ne changera tant qu'on restera dans un système capitaliste. Je pense que les électeurs sont les vaches à lait d'un système qui a besoin de notre consentement par les urnes, que croire que le changement viendra de la classe politique est une illusion mortifère. Je pense que la politique est un piège et que la vie est trop courte pour s'intéresser à la politique. Question suivante. Conseilleriez-vous à une personne très influençable de lire Nietzsche? Je conseillerais à tout le monde de lire Nietzsche. Je ne catégorise pas l'humanité entre les gens influençables et les gens qui ne le sont pas. C'est vrai qu'il y a des gens influençables, mais je ne leur jette pas la pierre, parce qu'en face, il y a des gens extrêmement dogmatiques. Et les gens influençables ont au moins cette vertu par rapport aux dogmatiques, qui est d'écouter ce qu'on leur dit. Je suis un militant de l'esprit critique, je suis pour que tout le monde remette en cause ce qui est affirmé comme vrai, mais je ne suis pas pour cacher des œuvres ou pour cacher des propos aux uns ou aux autres, parce qu'ils seraient influençables. À partir du moment où vous êtes adulte et doté d'une raison, je m'adresse à vous comme à une personne qui possède un esprit critique. Question suivante. Dans quelle mesure pourrais-tu te définir comme un conservateur et dans quelle mesure pourrais-tu au contraire te définir comme un progressiste? Alors c'est très facile, je dirais que je suis progressiste sur la question sociale, plus exactement sur la question socio-économique, puisqu'aujourd'hui le mot social est devenu une sorte de fourre-tout. Donc pour le dire de la manière la plus claire possible, je suis dans le camp des travailleurs, et c'est justement parce que je suis dans le camp des travailleurs que je milite pour la notion de mérite, parce que j'estime qu'un ouvrier ou qu'une femme qui se lève à 6 heures du matin pour aller faire des ménages a infiniment plus de mérite
qu'un rentier ou qu'un trader. Je suis pour le mérite précisément parce que ce n'est pas la méritocratie qui est appliquée, c'est le règne du privilège. Or le mérite c'est l'inverse du privilège. Mais il semblerait que le mérite soit devenu un concept de droite. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique comment le mérite peut être un concept de droite quand on défend la cause des travailleurs, c'est-à-dire la cause de ceux à qui revient le mérite. À croire que être de gauche, ce n'est plus défendre les travailleurs, mais c'est défendre le droit à la paresse. Moi, si je suis progressiste sur le plan social, c'est justement parce que je considère que le travailleur a plus de mérite que le paresseux. Et c'est pour ça d'ailleurs en grande partie, je pense, que les travailleurs ne votent plus à gauche, parce que le mérite n'y est plus défendu. Et pour aller plus loin, je pense que le problème, c'est le capitalisme. Je pense que le capitalisme est un système qui porte en lui le germe de l'inégalité et de l'injustice, et que croire qu'on combat le capitalisme à travers un engagement progressiste sur la question sociétale et culturelle, c'est un leurre. Et du coup, ça m'amène à la deuxième partie de la question, sur quel plan est-ce que je me définirais davantage comme conservateur? Je me définirais davantage comme conservateur sur le plan de l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est en grande partie l'inculcation des principes par lesquels un enfant devient un individu libre et responsable, que dans une société régie par des cadres, on n'aide pas un enfant en l'élevant sans cadre, et je dirais que je suis conservateur sur la question de la délinquance et de la criminalité, parce que je suis pour l'application de la loi. Question suivante. Que penses-tu du scientisme, à savoir cette religion qui tend à faire de la science un dieu? Alors ça, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse énormément, la question du scientisme ou du dogmatisme scientifique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de présenter la science comme une anti-religion. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater que au sein de la communauté scientifique, il y a des attitudes et des modes de pensée qui relèvent typiquement de la religion. Le fait de refuser de mettre en doute le dogme dominant, le fait de considérer la sainte méthode comme infaillible, le fait aussi de militer pour la propagation de la science, comme certains militent pour la propagation de la foi. En fait, si on sort de cette dichotomie un peu superficielle entre science et religion, on va s'apercevoir qu'il y a de nombreux points communs. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, justement parce que ça contredit l'évidence. On a pu constater dans les dernières semaines et les derniers mois à quel point le fait de se prévaloir de la science, de la méthode scientifique et de l'esprit critique ne prémunissait pas contre les comportements fanatiques. Et moi, ma position, c'est que la science, comme la politique d'ailleurs, est devenue un nouveau lieu d'investissement du sacré. C'est-à-dire que la religion s'est effondrée, le christianisme, et donc il faut réinvestir le sacré par d'autres voies. Parce que le sacré est un besoin fondamental de l'être humain, et parce que quand la religion n'assure plus son rôle de réceptacle de la foi, il faut en trouver de nouveaux. C'est pour ça que pour moi la religion, ce n'est pas tant une affaire de contenu de nos croyances, mais de modalité de nos croyances. Autrement dit, est-ce qu'on croit de manière aveugle et dogmatique ou de manière raisonnée? Donc le scientisme, c'est la volonté de faire de la science le nouveau pôle de la croyance universelle, et c'est ce qui fait que si la science c'est la lumière, le scientisme c'est l'obscurantisme. Question suivante. Comment expliquer à quelqu'un que le concept populaire de karma, c'est du bullshit? Bien écoute, pour ma part, je ne considère pas que le concept de karma soit du bullshit. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle le karma, mais si c'est l'idée que l'on récolte ce que l'on sème, je pense que le karma est une notion tout à fait valide. Je veux dire par là que si on passe son temps à dénigrer les autres, si on passe son temps à critiquer, à offenser ou à injurier, il ne faut pas s'étonner si un jour toutes les personnes qu'on a blessées se coalisent contre nous. C'est-à-dire que récolter ce que l'on sème, ça ne fait pas appel à des forces mystiques, ça fait appel à des forces matérielles. Si vous causez du tort à des gens, ces gens-là vont vouloir se venger. Et admettons que vous soyez dans une situation de pouvoir, une situation de succès ou de domination, et que vous en profitez pour mépriser les personnes que vous jugez inférieures. Vous allez vous sentir tout puissant précisément parce que ces personnes-là ne peuvent pas vous nuire. Mais supposez qu'un jour vous commettiez un faux pas, ou qu'une personne vous trahisse, ou que vous perdiez l'un de vos privilèges, ce jour-là vous devenez vulnérable. Plus vous ferez du mal autour de vous, plus vous devez vous attendre à ce que ce mal réagisse. Donc pour moi le karma ce n'est pas simplement une affaire de malchance, une affaire de hasard, c'est une affaire de conséquences issues des causes dont vous êtes à l'origine. Et bien entendu qu'il y a des personnes qui font du mal pendant des années, pendant des décennies, et qui ne seront jamais punies.
Mais premièrement, c'est assez rare d'échapper aux conséquences de nos actes pendant toute notre vie, et deuxièmement, ça ne sert à rien de provoquer le destin. Question suivante. On veut la philosophie de Forrest Gump. Message de Rémi Gaillard. Bien, figure-toi Rémi, que la philosophie de Forrest Gump, ça trotte dans ma tête, mais fais attention que je ne décide pas de faire un épisode spécial sur toi. À quand une vidéo sur la philosophie franc-maçonne, pour compléter votre vidéo sur les Lumières? Ça se fera parce que la franc-maçonnerie, c'est évidemment une institution qui nourrit énormément les fantasmes et les théories, mais au-delà de tout ça, la franc-maçonnerie, c'est une philosophie, c'est même une idéologie, et c'est une idéologie qui a des ramifications dans la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, donc tôt ou tard, j'aborderai la question de la franc-maçonnerie sur ma chaîne. Question suivante. Bonjour, as-tu lu le livre L'éveil des consciences de Frédéric Delavier? Pourras-tu faire une vidéo dessus? Alors oui, j'ai lu L'éveil des consciences de Frédéric Delavier, et lui consacrer un épisode, pourquoi pas? Pourquoi pas parce que derrière le personnage un petit peu excentrique de Frédéric Delavier, ancien powerlifter, ancien athlète de force, en fait, il y a une vision du monde, il y a une vision des relations humaines qui mérite qu'on s'y intéresse. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que Frédéric Delavier est très souvent moqué par des personnes qui non seulement n'ont pas lu son livre, mais qui en plus n'ont pas la moitié de ses connaissances, ni le quart de son acuité intellectuelle. Alors oui, c'est facile de se moquer parce que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sans rentrer dans les codes de la modernité youtubesque. C'est quelqu'un qui a un style et une manière d'être un peu abrupte qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les cafés littéraires. Mais moi, le mépris de classe qui consiste à discréditer la pensée de quelqu'un sous prétexte qu'il a fait de la musculation, vous vous doutez bien que j'y accorde pas beaucoup de valeur. Donc que nous propose Frédéric Delavier dans son livre? Il nous propose une lecture de l'évolution humaine sous l'angle des rapports énergétiques. Autrement dit, il adopte un point de vue naturaliste, voire animaliste de la condition humaine. Et donc pour lui, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son livre, c'est que nos comportements socio-culturels seraient en fait l'expression et le prolongement de notre lutte pour l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on est très prompt à dire que l'homme est un animal comme les autres, ça pose pas de problème, mais curieusement, ça commence à poser problème quand on rentre dans l'analyse des comportements humains. Autrement dit, quand on détecte dans notre comportement humain des traces de notre comportement animal. Parce qu'évidemment, les analyses de Frédéric Delavier vont complètement à l'encontre de tous les principes de l'inclusivité. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre ethnies qui sont le fruit de l'adaptation à un milieu géographique. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes qui sont le fruit de la différence de sélection des aptitudes par l'évolution. Et donc c'est ça finalement le comble de la critique moderne des idées, c'est qu'au lieu de se dire qu'on a affaire à un naturaliste qui analyse l'humanité sous l'angle biologique, sous l'angle de l'évolution, en fait on aurait affaire à un sexiste ou à un raciste qui dit qu'il y a des différences entre les gens. Mais ça c'est une critique idéologique de sa pensée. Quand les chimpanzés se font la guerre pour le pouvoir et l'accès aux femelles, on dit pas que c'est misogyne. L'évolution ne se pose pas de questions idéologiques. Et pour vous dire à quel point ça va loin, il y a quelques mois, il y a une émission qui est passée en live sur YouTube, dans laquelle Frédéric Delavier était confronté à l'un de ses contradicteurs, et il tentait d'expliquer la vulnérabilité physique des femmes durant la préhistoire. Et ce qu'il disait, c'est que du fait que les femmes portaient les enfants, elles n'avaient pas la capacité de se défendre physiquement contre un agresseur. Et là, son contradicteur lui a répondu « Mais pourquoi ce serait aux femmes de porter les enfants ?» Avec un pied dans les bras, tu peux pas survivre. Donc tu es obligé de rester près des arbres, prêt à monter. Alors, avec juste une question. Est-ce que vous êtes sûr que les petits, ils étaient pas dans les bras des hommes, en fait? Pourquoi les petits, ils étaient dans les bras des femmes? C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des rôles stéréotypés sexistes avant la civilisation? Et après ça, il y a eu un petit silence gêné, après quoi Frédéric Delavier a répondu « Elles les nourrissent. Elles peuvent pas. » Oui. Bah oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était les femmes qui allaitaient les enfants. Le lait maternel, ça se trouvait pas à la pharmacie. Et pour moi, cette scène, elle dit absolument tout parce qu'elle montre à quel point l'idéologie peut nous rendre aveugles sur la réalité biologique. On peut retrouver quand même des morphismes sexuels qui montrent que les mâles sont plus massifs, beaucoup plus massifs, et que les femelles. Et ça, c'est du sexisme, Frédéric. Et quand l'idéologie nous rend aveugles sur la réalité, c'est le début de la malhonnêteté. Et là, certains répondront, oui, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais sauf qu'on ne tire pas un trait sur des millions d'années d'évolution
juste en disant c'est stigmatisant. Et pareil, quand Frédéric Delavier explique que ce qu'on appelle la beauté, c'est en fait tout ce qui va être lié aux signes de fertilité et d'optimisation de la vie, ben c'est exactement ce que disait Schopenhauer au 19e siècle. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est la bonne conformation c'est quoi, pour voilà. la reproduction. Les hommes sont majoritairement, les mâles de notre espèce, sont majoritairement attirés par les femelles, les femmes, si tu veux, je parle en espèce, hein, les femmes jeunes et fécondes. Et quand Schopenhauer dit ça, on le traite pas de philosophe de caniveau. On édite ses œuvres aux presses universitaires de France. Frédéric Delavier, c'est quelqu'un qui a un regard totalement défocalisé sur l'être humain. C'est-à-dire qu'il ne met pas de jugement de valeur, il ne met pas d'affect ou d'émotion, il analyse. Il y a des pathogènes respiratoires au nord qui forcent les femmes à rester près du foyer pour pas qu'il y ait une multiplication de certains pathogènes dans les bronches qui se développent à certaines températures. Les femmes restent près du foyer, les hommes vont chercher la nourriture pour des régions pathogènes. Et donc moi c'est pour ça que je soutiens Frédéric Delavier et que je prône la lecture de son livre contre toutes les tentatives d'idéologiser son propos. Alors oui, peut-être que quand vous allez lire son livre, parfois vous allez tiquer, vous allez avoir un petit froncement de sourcils, parce que vous allez lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire aujourd'hui. Mais la philosophie et la réflexion, ce n'est pas une question de savoir si un livre est confortable, c'est-à-dire s'il conforte nos opinions. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en extraire. Qu'est-ce qu'on peut en extraire en termes de compréhension du monde et des autres. Et d'ailleurs je partage l'une des idées fondamentales de Frédéric Delavier à propos de l'être humain, à savoir que l'être humain, c'est le lieu d'un conflit intérieur permanent entre l'instinct et la conscience, entre la pulsion et la raison. Et Frédéric Delavier ne dit pas du tout qu'il faut se comporter comme des animaux instinctifs. Au contraire, il dit qu'il faut comprendre notre instinct, qu'il faut comprendre notre animalité pour mieux nous en affranchir. On est formaté par des vieilles programmations qui, bien sûr, n'ont souvent plus lieu d'être. Mais elles sont encore là, il faut les comprendre. Ce que prône Frédéric Delavier, c'est la compréhension de soi au service de la compréhension des autres et la compréhension des autres au service de l'amour des autres. Question suivante. Bonjour Charles, selon toi, pourquoi la plupart des gens déclarent que la naissance de leur enfant est le plus beau jour de leur vie lorsqu'on leur pose la question? Je dirais que ça vient du fait que la naissance de notre enfant, c'est symboliquement mettre un pied dans l'immortalité. Avoir un enfant, c'est transmettre ses gènes. Autrement dit, c'est se transmettre soi-même à travers un autre. Donc on peut dire que quand on donne naissance, on se donne une renaissance. Il y a quelque chose de très égoïste dans le fait d'avoir un enfant, c'est-à-dire dans le fait de se reproduire, donc de se produire à nouveau. C'est-à-dire qu'avoir un enfant, c'est comme réexister, mais de manière externalisée. Et c'est pour ça que généralement, les parents sont prêts à se sacrifier pour leur enfant, parce que leur enfant, c'est eux en plus jeunes. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez mystérieux, pour ne pas dire d'assez mystique, dans le fait de donner naissance, parce que on parle d'un acte créateur. Donc c'est très démiurgique d'avoir un enfant parce que c'est créer la vie. Or la vie reste une énigme. Donc je dirais que c'est pour toutes ces raisons-là qui sont évidemment inconscientes dans notre esprit que la naissance de notre enfant peut être considérée comme le plus beau jour de notre vie. Question suivante. Selon toi, l'homme est en majorité façonné par sa nature ou par sa culture? Je répondrais que c'est les deux, que c'est une combinaison des deux, parce que la culture, c'est l'extension de la nature, mais en même temps, la nature pure n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé le premier outil, et le premier outil était sans doute un objet qu'on a détourné de sa fonction initiale, à partir de là, on était déjà dans la culture. Et la culture, ce n'est pas ce qui s'oppose à la nature. La culture, c'est la transformation par l'homme de la nature. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric Delavier, c'est-à-dire que si on considère l'être humain comme un être purement culturel, si on s'interdit de le considérer aussi comme un être naturel, c'est-à-dire comme un être biologique, animal, on s'interdit de comprendre énormément de choses sur l'expression culturelle de sa nature. Et moi j'irais même encore plus loin, je dirais que la nature de l'homme, c'est sa culture. C'est-à-dire que si on devait trouver un critère qui distingue l'être humain des autres animaux, ce critère c'est la culture, c'est-à-dire la capacité à transformer le monde, la capacité à transmettre un héritage, à transmettre un patrimoine, et c'est cette capacité de transmission qui permet l'évolution. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que nous sommes des êtres évolués? C'est justement le fait que pendant des millions d'années, nous avons reçu un héritage de la part de la génération précédente, qui nous a permis à chaque fois d'aller un peu plus loin dans la maîtrise de la nature et dans sa compréhension. Donc pour moi, la nature et la culture sont totalement indissociables, et il me paraît aussi aberrant de réduire l'homme à sa nature que de le réduire à sa culture. Question suivante.
Pourquoi ne vivons-nous pas nus? Parce que les organes reproducteurs, les organes sexuels, sont les organes de notre animalité. Or, la culture, ce qui fait le propre de l'être humain, c'est précisément cet arrachement à notre nature, cet arrachement à notre animalité. Et donc recouvrir les organes reproducteurs, c'est une manière d'oublier que nous sommes avant tout des animaux. Alors évidemment, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, notamment l'hygiène et la protection vis-à-vis des infections. Mais symboliquement, je dirais que si l'être humain se couvre, il se couvre et se découvre, c'est parce qu'il recouvre la partie la moins digne, la moins noble de sa constitution physique, à savoir ses organes reproducteurs. Et d'ailleurs, à contrario, ce sont souvent les yeux, la partie du corps qui est valorisée culturellement, parce que les yeux, c'est la partie du corps humain qui permet l'expression des émotions, des sentiments, et qui permet l'interaction avec l'autre. Donc on peut dire que les organes sexuels sont les organes de la reproduction, tandis que les yeux sont les organes de la communication. La reproduction étant le processus de duplication de soi, tandis que la communication, c'est le processus d'échange avec l'autre. Question suivante. As-tu une foi, une croyance ou quelque chose qui te guide spirituellement? Je crois dans la possibilité pour l'être humain de s'améliorer. Pourquoi la majorité des êtres humains sont angoissés par l'absence de cadre? Parce qu'il existe quelque chose dans l'univers qui s'appelle le chaos, et que le meilleur moyen de se prémunir contre le chaos, c'est l'ordre. Il y a un livre que je peux vous recommander, c'est le livre de Jordan Peterson, qui s'appelle 12 règles pour une vie. Alors le titre est un peu trompeur parce que ça donne l'impression que c'est un livre de développement personnel, mais le sous-titre est beaucoup plus parlant. Le sous-titre c'est « Sortir du chaos ». Et ce qu'explique Jordan Peterson, c'est que toute la culture humaine s'est construite sur l'angoisse du chaos. Parce que le chaos, c'est l'absence de sens, et l'absence de sens, c'est la mort. Ce qu'on appelle les cadres, ce qu'on appelle les règles, c'est ce qui vient donner du sens à notre existence. Et ce sens, il est nécessaire pour oublier que l'existence en elle-même n'a pas de sens. Et donc là, évidemment, on retrouve l'analyse de Nietzsche sur la différence entre le dionysiaque et l'apollinien. On retrouve l'analyse de Schopenhauer sur la volonté et la représentation, c'est-à-dire sur le fait que le sens c'est peut-être une illusion humaine, mais c'est une illusion qui permet de survivre. Question suivante. Quelle est selon vous la question philosophique la plus vertigineuse? Justement, c'est la question du sens. C'est la question de savoir si le sens est une pure invention humaine, ou si c'est quelque chose qui existe indépendamment de l'esprit humain. Et même dans le cas où le sens serait une pure invention humaine, le fait est qu'il existe à travers nous. Moi souvent je m'interroge sur la pertinence qu'il y a au dualisme, c'est-à-dire au fait de séparer l'esprit de la matière. Je disais tout à l'heure que le fait de recouvrir ces organes reproducteurs, ça avait à la fois une fonction symbolique, le fait de s'arracher à notre animalité, et une fonction pratique, le fait de limiter les infections. Et mon questionnement, c'est de savoir dans quelle mesure la fonction symbolique et la fonction pratique ne sont pas une seule et même fonction. Comme si le symbolique était l'idéalisation du pratique et le pratique, la concrétisation du symbolique. Et ce qui rend cette question vertigineuse pour le coup, c'est justement le fait qu'il soit impossible de dissocier les deux dimensions. Parce que la nature est ainsi faite que nous sommes des êtres conscients incarnés, c'est-à-dire que l'esprit et la matière sont liés. Et autant je comprends la position matérialiste, qui consiste à dire que la conscience est le produit de la matière, autant je comprends aussi la position idéaliste, qui consiste à dire que nous ne sommes que des consciences incarnées. Parce que finalement, si le corps et l'esprit sont séparés, il n'y a que 2 moments où il est possible de le vérifier, avant notre naissance et après notre mort, c'est-à-dire des moments où, par définition, nous n'existons pas. Le drame de l'existence, c'est que c'est une prison, que nous sommes condamnés à ne voir que de l'intérieur.